La chaleur de Manille en mars est impitoyable. Elle s'insinue par chaque fissure, s'étend sur la peau comme un voile humide et transforme même les mouvements les plus simples en efforts. Dans une petite maison en béton du quartier de Tondo, où les toits en tôle ondulés rougissent sous le soleil et les rues sentent le poisson frit et les gaz d'échappement, Manon Reyes emballait ses dernières affaires dans sa vieille valise ce matin du 15 mars 2017. Ses mains tremblaient, non pas de froid, mais d'un mélange d'excitation et de peur qui ne l'avait pas quittée depuis des semaines. Manon avait 29 ans, une infirmière diplômée de l'université de Santo Tomas, avec 4 ans d'expérience professionnelle au Philippine General Hospital. Son visage portait les traits doux qui caractérisaient nombre de Philippinas, des pommettes hautes, des yeux noisettes en amande et un sourire qui irradiait la chaleur même aux moments les plus difficiles. Mais ce matin-là, aucun sourire ne flottait sur ses lèvres. Elle plia une photographie fanée et la glissa entre les chemises soigneusement empilées. L'image montrait sa famille, devant la maison de sa grand-mère à Cebu, prise 10 ans plus tôt, quand la vie semblait plus simple et l'avenir plein de promesses. Sa mère Rosa se tenait à la porte de la minuscule chambre à coucher et l'observait en silence. Rosa Reyes avait 51 ans, ses cheveux grisonnants, ses mains rugueuses, après des années de travail comme blanchisseuse pour les familles riches de Makati. Elle avait elle-même autrefois rêvé de partir à l'étranger, en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis, comme tant de ses amis. Mais ensuite vint la grossesse avec Manon, puis le diagnostic de son mari, et les rêves deviennent ce qu'il restait pour la plupart des Filipinos de la classe ouvrière, des fantasmes inaccessibles qu'on porte au cœur comme des trésors cachés. Manon sentit le regard de sa mère et s'arrêta. Le silence entre elles était lourd de paroles non dites, de peur qu'aucune des deux n'osait exprimer à voix haute. Dans la culture philippine, on ne parlait pas ouvertement des soucis. On les portait en silence, on les cachait derrière des sourires et des prières, et on espérait que la Sainte Vierge Marie ou le Santo Niño montrerait un chemin. Tatay demande si tu viendras encore au petit déjeuner, dit finalement Rosa, sa voix neutre, comme si elle parlait de la météo. Tatay père, c'était Eduardo Reyes, assis dans son fauteuil roulant, au salon, paralysé depuis un accident du travail sur un chantier 7 ans plus tôt. L'accident qui avait plongé sa famille dans une spirale de dettes médicales et de désespoir financier. L'accident qui était finalement la raison pour laquelle Manon quittait maintenant sa patrie. Elle hocha la tête et suivit sa mère dans la petite pièce qui servait simultanément de salon, salle à manger et parfois de chambre pour les parents qui venaient en visite depuis les provinces. La table en plastique était dressée avec du sinangag, le riz frit à l'ail, qui faisait partie du petit déjeuner philippin aussi certainement que le soleil, levant le matin. À côté se trouvait du tapa, de la viande de bœuf mariné, finement tranchée, et une assiette d'œufs au plat. C'était un repas modeste, mais Rosa s'était donné du mal pour offrir à sa fille un adieu digne. Eduardo était déjà assis à table, son torse droit, bien que ses jambes l'aient abandonné depuis des années. Il avait autrefois été un homme fier, un ouvrier du bâtiment aux bras puissants et au rire contagieux. Maintenant sa peau tombait mollement sur ses os, et ses yeux portaient l'éclat terne de celui qui avait trop perdu. Quand Manon s'assit à côté de lui, il posa sa main sur la sienne, un geste qui disait plus que 1000 paroles. « Anak », dit-il doucement, et le mot « enfant » en tagalog portait tout le poids de son amour paternel. « N'oublie pas qui tu es, n'oublie pas d'où tu viens. » Manon avala le nœud dans sa gorge. Elle savait ce qu'il voulait dire. Dans un pays comme l'Amérique, où les gens la verraient comme une femme de ménage ou une infirmière, jamais comme une égale, elle devait préserver sa dignité. Elle ne devait pas se laisser briser par les regards qu'elle attirerait inévitablement, par les commentaires condescendants, par l'invisibilité qui accompagnait son statut. L'adieu à l'aéroport Ninoy Aquino était déchirant. Sa jeune sœur Carla, âgée de 22 ans et étudiante en comptabilité,
pleurait sans retenue sur son épaule. Son frère Miguel, 25 ans, et au chômage depuis la faillite de l'usine où il travaillait, l'étreignit avec raideur, incapable de montrer ses émotions comme les hommes de sa culture l'avaient appris. Rosa lui remit un chapelet dans les mains, le même que sa propre mère lui avait donné 30 ans plus tôt, quand Rosa était venue à Manille en quête de travail. « Mama », chuchota Manon, et sa voix se brisa. Rosa posa un doigt sur ses lèvres. « Pas de larmes, Anak. Tu ne t'en vas pas. Tu construis un pont par lequel, un jour, toute notre famille pourra traverser. » Le vol de Manille à Los Angeles a duré 14 heures, et Manon a passé la majeure partie du temps à fixer l'océan Pacifique sous elle par la petite fenêtre. Elle pensait aux histoires qu'elle avait entendues d'autres travailleurs philippins à l'étranger, les OFW, comme on les appelait dans sa patrie. Des histoires de succès et de richesse, mais aussi d'exploitation et de solitude. Des femmes qui ne pouvaient pas rentrer à la maison pendant des années parce qu'elles devaient économiser chaque peso. Des mères qui voyaient leurs enfants grandir par appel vidéo, incapables de les serrer dans leurs bras quand ils pleuraient ou étaient malades. Elle savait ce qu'elle entreprendait. L'agence Pacific Care Solutions lui avait arrangé un emploi auprès d'une famille aisée en Virginie en tant que soignante privée pour une femme âgée atteinte d'une maladie de Parkinson progressive. 800 $ par semaine, logement gratuit, 2 jours de congé par mois. C'était une fortune pour quelqu'un qui avait gagné 400 $ par mois à Manille et en avait donné la moitié aux factures médicales. Quand l'avion a atterri à Los Angeles et que Manon a mis le pied sur le sol américain pour la première fois, elle a été submergée par la pure ampleur de tout. Les terminaux de l'aéroport de LAX s'étendaient sans fin. Les gens se pressaient devant elle avec une détermination qui l'intimidait, et partout les panneaux publicitaires brillaient dans des couleurs qui semblaient plus brillantes que tout ce qu'elle avait jamais vu. Elle se sentait minuscule, insignifiante, une goutte dans un océan d'étrangers. Une femme tenait une pancarte avec son nom, mal orthographié en Manon Reis. Gloria Chen de l'agence de placement était une Américaine d'ascendance chinoise, avec un sourire commercial et un regard qui examina Manon de haut en bas, comme des marchandises sur un marché. Le voyage en Virginie ne se ferait pas directement, expliqua Gloria. Il y avait d'abord de la paperasse à traiter, des cours d'orientation à suivre, des règles à apprendre. Les 3 jours dans un motel bon marché à la périphérie de Los Angeles se sont transformés en une introduction à la réalité de sa nouvelle vie. Gloria a expliqué les attentes des employeurs américains avec la précision d'une instructrice militaire. Ne jamais appeler les employeurs par leur prénom, sauf s'ils l'exigeaient explicitement. Ne jamais exprimer d'opinion personnelle. Ne jamais montrer d'objection, peu importe à quel point une instruction semblait injuste. Être invisible, être efficace, être reconnaissante. Ces familles, a dit Gloria en tendant à Manon une pile de papiers à signer, vivent dans un monde différent. Elles ont plus d'argent que tu ne peux l'imaginer, et elles s'attendent à la perfection. Si tu causes des problèmes, tu seras rapidement de retour dans l'avion pour Manille. Compris? Manon a compris. Elle a signé les papiers sans les lire complètement, trop intimidée pour poser des questions, trop désespérée pour exprimer ses préoccupations. Elle pensait à son père dans le fauteuil roulant, aux médicaments dont il avait besoin, aux frais de scolarité de sa sœur, aux dettes qui planaient comme une épée de Damoclès sur sa famille. Elle ferait tout ce qui était nécessaire, elle serait parfaite. Le 4e jour, elle a monté à bord d'un avion pour Washington, D.C., d'où Gloria l'a personnellement conduite à Fairmont County, en Virginie. Le trajet traversait des paysages qui coupaient le souffle à Manon, des collines douces, en vert printanier frais, de vastes domaines derrière des portails en fer forgé, des chevaux paissant dans des pâturages plus grands que des quartiers entiers de Tondo. Ce n'était pas l'Amérique que Manon connaissait par les films, pas les gratte-ciels étincelants et les rues animées, mais une Amérique de l'argent ancien, du pouvoir discret, de familles dont les noms ornaient les bâtiments universitaires et les ailes d'hôpitaux. Les Delacroix, a dit Gloria, alors qu'elle s'engageait dans une longue allée bordée de chênes centenaires.
sont parmi les familles les plus anciennes de la région. Une fortune dans les finances, très respectée, très privée. La grand-mère, Simone Delacroix, est impatiente. 77 ans. Parkinson en stade avancé. Le fils Henri dirige l'entreprise familiale. Sa femme Béatrice s'occupe des obligations sociales. Il y a des enfants adultes, mais ils ne vivent pas à la maison principale. Le domaine qui se déployait devant elle était plus grand que tout ce que Manon avait jamais vu. Un manoir de style géorgien, en briques rouges, au moins 15 pièces, estima-t-elle, avec des colonnes blanches à l'entrée et des fenêtres qui brillaient à la lumière de l'après-midi. Le jardin était si impeccablement entretenu qu'il semblait irréel, comme une décoration de film ou une peinture. Quelque part, un chien aboyait et les oiseaux chantaient dans les arbres. Mais sinon, un silence planait sur le lieu, qui était presque oppressant. Manon sortit de la voiture et respira profondément. L'air ici était différent de celui de Manille, frais et pur, mais aussi d'une certaine manière froid, pas en température, mais en atmosphère. Elle sentit instinctivement que derrière la façade impeccable de cette maison se cachaient des secrets, des tensions qui bouillonnaient sous la surface polie. Mais elle repoussa la pensée. Elle était là pour travailler, pour gagner de l'argent, pour sauver sa famille. Tout le reste était sans importance. La porte d'entrée s'ouvrit et une femme apparut qui redéfinissait le mot « élégance ». Béatrice Delacroix portait un tailleur Chanel ivoire. Ses cheveux blonds étaient arrangés en une coiffure parfaite, et ses yeux bleus et froids, comme un ciel d'hiver, examinaient Manon avec la précision d'un tailleur de diamants à la recherche de défauts. « Vous devez être la nouvelle », dit Béatrice, sans se présenter, sans tendre la main, sans même suggérer un sourire. « Suivez-moi, je vous montrerai votre logement et les règles de la maison. » Manon baissa la tête, comme elle l'avait appris, et suivit la femme à l'intérieur. La porte se ferma derrière elle avec un bruit sourd qui résonna dans le silence comme un jugement. Elle ne pouvait pas savoir que cette maison, aussi belle qu'elle soit, deviendrait sa tombe en moins de 4 ans. Elle ne pouvait pas imaginer que la famille qu'elle servait maintenant était prête à détruire quiconque menaçait sa façade parfaite. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle était venue pour aider, pour guérir, pour aimer, et c'est précisément cela qui serait sa ruine. La chambre qu'on assigna à Manon était dans un petit bâtiment annexe en pierre de taille que les Delacroix appelaient la maison du cocher, bien qu'elle n'ait pas abrité de voiture depuis des décennies. C'était une pièce modeste, avec un lit étroit, une garde-robe en bois sombre et une fenêtre qui donnait sur la partie arrière du jardin. La cheminée en pierre du mur ne fonctionnait plus, et le chauffage cliquetait si fort, les nuits froides, que Manon pouvait à peine dormir au début. Mais après les conditions exiguës de Tondo, où elle partageait une chambre avec sa sœur et où les bruits des voisins s'infiltraient par les murs fins, elle trouvait cette pièce luxueuse. Pour la première fois de sa vie, elle avait un espace qui lui appartenait. Les premières semaines à Fermancounty se sont déroulées dans un brouillard de nouvelles impressions et de routines strictes. Manon s'éveillait chaque matin à 6 heures, prenait une douche dans la minuscule salle de bain à côté de sa chambre, puis traversait le chemin de gravier jusqu'à la maison principale, en utilisant l'entrée arrière comme Béatrice le lui avait imposé. L'entrée avant était réservée aux membres de la famille et aux invités, non au personnel. C'était l'une de ces règles non écrites que Manon apprit rapidement à suivre sans les questionner. Simone Delacroix l'attendait chaque matin dans la pièce du rez-de-chaussée, qui avait autrefois été le bureau de son défunt mari et qui avait été transformé en chambre d'infirmerie. La vieille femme était généralement déjà assise dans son lit, soutenue par plusieurs oreillers, ses mains tremblant sur la couverture, comme des oiseaux emprisonnés, essayant désespérément de s'envoler. La maladie de Parkinson avait transformé son corps en prison de laquelle il n'y avait pas d'échappatoire, mais ses yeux, bruns foncés et perçants, trahissaient un esprit encore vif et aiguisé. À leur première rencontre, Simone avait longuement examiné Manon sans dire un mot. Le silence s'était étendu entre elles comme un rideau invisible et Manon avait jeté un regard nerveux à ses pieds, incertaine de ce qu'on attendait d'elle.
Puis Simone avait parlé, sa voix tremblante, mais avec une autorité qui ne tolérait pas de contradiction. Donc tu es la nouvelle. Les autres n'ont jamais tenu plus de 6 mois. Ma famille a l'habitude d'user les gens. Manon n'avait pas su comment répondre. Elle avait souri, ce sourire professionnel qu'elle avait perfectionné à l'hôpital de Manille, et avait répliqué qu'elle était là pour aider, aussi longtemps que nécessaire. Simone avait alors ri, un bruit sec et croustillant qui ressemblait à des feuilles tombantes. Aider, c'est ce que disent tous, mais reste assez longtemps. Et tu comprendras qu'en cette maison, personne n'aide vraiment. Chacun ne fait que prendre. Au cours des semaines suivantes, Manon a compris la véracité de ses paroles. La famille Delacroix se présentait au monde comme un modèle d'aristocratie américaine. Mais derrière les portes fermées du manoir, des fissures dans la surface polie se révélaient. Des fissures qui allaient plus profond que quiconque ne l'imaginait. Henri Delacroix, le patriarche, était un homme de 67 ans, aux cheveux argentés et à la posture droite d'un ancien militaire, bien qu'il n'ait jamais servi. Il dirigeait Delacroix Capital Management, une firme d'investissement qui gérait les fortunes de certaines des familles les plus riches de la côte Est. Son bureau dans l'aile ouest de la maison était un sanctuaire d'acajou et de cuir, rempli de distinctions et de photographies le montrant avec des sénateurs, des gouverneurs et d'autres hommes du pouvoir. Manon le voyait rarement, et quand elle le voyait, il ne lui accordait pas un regard. Pour Henri Delacroix, elle n'existait pas en tant que personne, mais simplement comme une fonction, un autre rouage dans l'engrenage de sa vie parfaitement organisée. Béatrice, sa femme, était à bien des égards l'opposé de son mari, non pas dans sa froideur, car tous deux étaient froids, mais dans la façon dont elle manifestait cette froideur. Alors qu'Henri ignorait Manon, Béatrice semblait constamment l'observer, l'évaluer, cherchant des défauts. Sa critique était impitoyable et souvent sans fondement. La nourriture que Manon préparait pour Simone était trop épicée ou trop fade. Sa façon de parler était trop forte ou trop faible. Ses vêtements étaient inappropriés, bien que Manon ne porte toujours que les simples vêtements de travail qu'on lui avait donnés à l'embauche. C'était comme si Béatrice avait un étalon invisible que personne ne pouvait jamais respecter. Ce n'est que plus tard que Manon a pris les pilules. Béatrice Delacroix souffrait de ce que la famille appelait la nervosité, une description euphémistique d'une grave dépendance aux médicaments. Elle obtenait du Xanax, du Valium et de l'Ambien d'au moins 3 médecins différents qui soit ne savaient rien les uns des autres, soit fermaient volontairement les yeux tant que les factures étaient payées. Les bons jours, Béatrice était simplement froide et condescendante. Les mauvais jours, quand les pilules perdaient leur efficacité ou qu'elle en avait pris trop, elle devenait imprévisible. Ses paroles aussi acérées que des éclats de verre. Son humeur changeante comme la météo en mars. Damien Delacroix, le fils aîné, vivait avec sa femme Caroline et 2 enfants dans un domaine séparé à environ 5 kilomètres. Mais il apparaissait presque quotidiennement à la maison principale pour discuter affaires avec son père ou participer au dîner pour maintenir les apparences d'unité familiale. Il avait 42 ans, un homme avec l'apparence polie d'un banquier en investissement et le regard froid d'un prédateur. Manon sentit instinctivement qu'elle devait le tenir à distance. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, de se mouvoir, dans la façon dont ses yeux scannaient chaque pièce, comme s'il cherchait constamment des menaces ou des opportunités. Une fois, au cours des premières semaines, elle avait accidentellement entendu une conversation entre Damien et son père, alors qu'elle attendait dans le couloir pour apporter les médicaments du soir à Simone. « Les coûts de ces soins sont absurdes », avait dit Damien, et Manon avait su qu'il parlait d'elle. 800 $ par semaine pour quelqu'un qui trie les pilules et change les draps. Nous pourrions engager une agence pour faire cela pour la moitié du prix. Henri avait marmonné quelque chose que Manon ne pouvait pas comprendre, et Damien avait renifié avec mépris. « Grand-mère ne vivra pas éternellement. Nous devrions commencer à penser à long terme. »
Les paroles avaient fait frissonner Manon, non pas à cause de leur signification pour elle-même, mais à cause du froid avec lequel un petit-fils parlait de la mort de sa grand-mère, comme si c'était simplement un point à l'ordre du jour des affaires. Nathalie, la fille, était plus subtile dans sa cruauté. Elle avait 37 ans, mariée à un cardiologue nommé James Chen, et mère d'une fille de 8 ans, nommée Sophie. Elle se décrivait elle-même comme consultante en bienfaisance, un titre qui, selon les observations de Manon, signifiait qu'elle ne travaillait pas, mais apparaissait à des événements caritatifs et prétendait contribuer. Nathalie parlait toujours à Manon d'un ton de gentillesse exagérée qui était d'une certaine façon plus menaçant que l'hostilité ouverte. Elle souriait en donnant des instructions qui allaient bien au-delà des responsabilités de Manon. Le rangement après les repas en famille, le nettoyage de pièces qui ne faisaient pas partie de ses tâches, la surveillance de Sophie quand la nounou avait un jour de congé. « Tu fais cela si merveilleusement, Manon », disait alors Nathalie, son sourire brillant et vide. « Nous sommes si heureux que tu sois ici. » Et puis, il y avait Théo. Manon le remarqua pour la première fois un soir fin avril, quand le printemps avait transformé Fairmont County en une mer de fleurs et que l'air sentait la magnolia et l'herbe fraîchement coupée. Elle se dirigeait vers son logement, épuisée après une longue journée, quand elle remarqua la lumière dans le Pool House, un petit bâtiment à la périphérie du domaine qu'elle avait jusqu'alors cru inhabité. Par la fenêtre, elle vit une silhouette, un jeune homme assis devant un chevalet et peignant. Au cours des jours suivants, elle apprit des autres employés qui il était. Théo Delacroix, le plus jeune fils, 27 ans, et ce que la famille appelait l'enfant prodigue. Il avait abandonné ses études à Princeton après 2 ans, prétendument à cause de problèmes de drogue, et vivait depuis dans le pool house du domaine familial comme un exilé dans son propre royaume. Il travaillait sporadiquement à l'entreprise de son père, apparaissait rarement aux repas en famille, et passait la plupart de son temps seul avec ses tableaux. Leur première vraie rencontre eut lieu à 2 heures du matin dans la cuisine de la maison principale. Manon avait vérifié Simone, qui avait un sommeil agité et se réveillait souvent, et était en chemin pour retourner à sa chambre quand elle remarqua la lumière sous la porte de la cuisine. Elle avait hésité, incertaine si elle devait entrer, mais l'odeur du thé fraîchement infusé l'attira. Théo était assis au comptoir de la cuisine, une tasse entre ses mains, et leva les yeux quand elle entra. Il avait des cheveux noirs qui tombaient sans ordre sur son front, et des yeux qui, malgré leur fatigue, irradiaient une chaleur que Manon n'avait remarquée chez aucun autre membre de cette famille. Ses vêtements étaient froissés, un vieux t-shirt et un pantalon de jogging, et sous ses yeux étaient les ombres de nuit blanche. « Tu dois être la nouvelle infirmière », dit-il, et sa voix n'avait pas une trace du mépris auquel Manon était habituée chez les autres Delacroix. « Manon, c'est bien, grand-mère m'a parlé de toi. » Manon hocha la tête, surprise que quelqu'un dans cette maison connaisse son nom, encore moins l'utilise. « Oui, je ne voulais pas déranger. Je vais juste faire rapidement un thé et m'en aller. » Théo secoua la tête et indiqua la chaise face à lui. « Tu ne déranges pas. Je ne peux pas dormir de toute façon. C'est une tradition familiale ici, l'incapacité à se reposer. » Elle s'assit, toujours incertaine si elle franchissait les frontières invisibles si strictement tracées en cette maison. Mais Théo semblait soit ne pas connaître ses frontières, soit les ignorer délibérément. Il lui versa du thé et commença à parler, non pas de lui-même, mais d'elle. Il posa des questions sur sa patrie, sur sa famille, sur les raisons qui l'avaient mené en Amérique. C'étaient des questions que personne d'autre ne lui avait posées, des questions qui la traitaient comme une personne et non comme une fonction. Cette nuit-là, dans le silence de la cuisine Delacroix, tandis que le reste de la famille dormait et que l'obscurité enveloppait le domaine comme un linceul, quelque chose commençait à germer. Il n'y avait pas encore de nom pour cela. Pas de mots qui décrivent ce qui se formait entre eux. Mais quand Manon s'allongea plus tard dans sa chambre et fixa le plafond, elle ressentit pour la première fois depuis son arrivée en Amérique quelque chose qui ressemblait
a de l'espoir. Elle ne pouvait pas savoir que cet espoir serait le début de sa chute. Les rencontres nocturnes à la cuisine devinrent un rituel que ni Manon ni Théo n'avaient consciemment établi. Cela s'est simplement produit, aussi naturel que la respiration, aussi inévitable que le changement des saisons. Quand la maison s'enfonçait dans l'obscurité et que les autres Delacroix disparaissaient dans leur chambre, les deux se retrouvaient au comptoir de la cuisine, séparés du monde par le silence de la nuit et reliés par des conversations qui duraient jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Théo parlait de Princeton, des attentes qui pesaient sur ses épaules comme des blocs de béton, du jour où il avait essayé la cocaïne pour la première fois et avait eu, pendant un bref moment enivrant, le sentiment d'être libre. Il parlait des années qui ont suivi, la descente dans une spirale de dépendance et d'autodérision, les sevrages échoués, la distance croissante avec une famille qui ne le voyait que comme une déception. Ses paroles n'étaient pas imbibées d'apitoiement sur soi, mais d'une honnêteté brutale qui émut Manon profondément. Ici se tenait un homme qui connaissait ses démons et ne tentait pas de les cacher. En retour, Manon s'ouvrit d'une manière qui la surprit elle-même. Elle parla de son père Eduardo, dont le rire avait autrefois rempli la maison et qui était maintenant assis en silence dans son fauteuil roulant, emprisonné dans un corps qui l'avait trahi. Elle parla de sa mère Rosa, dont les mains étaient déchirées par le travail, mais dont les étreintes transmettaient toujours le sentiment d'une maison. Elle décrivit les odeurs de son enfance, le parfum de l'adobo émanant de la cuisine de sa grand-mère, le vent salé de la mer à Cebu, l'humidité lourde de la saison des pluies qui pénétrait tout. Pour Théo, c'était comme ouvrir une fenêtre sur un monde qu'il n'avait jamais connu. Il avait passé sa vie entière dans la richesse, entouré de personnes qui tenaient la richesse pour acquise, et n'avait jamais appris que l'argent n'était pas un substitut à l'amour. Les histoires de Manon d'une famille qui n'avait rien, sauf l'un l'autre, le touchaient d'une manière qu'il ne pouvait pas mettre en mots. Le printemps 2017 s'écoula dans l'été, et avec les jours plus longs vint aussi une connexion plus profonde entre eux. Théo commença à faire de petits cadeaux à Manon, rien de voyant qui aurait pu susciter des soupçons, mais des choses qui montraient qu'il écoutait. Un livre sur l'histoire des Philippines qu'il avait trouvé dans une boutique d'antiquités. Une boîte de mangue séchée qu'il avait commandée en ligne parce qu'elle avait mentionné un jour qu'elle regrettait le goût de sa patrie. Une peinture à l'aquarelle qu'il avait peinte lui-même. Une scène de rizière sous un ciel doré, basée sur une carte postale qu'elle lui avait montrée. Manon conservait chacun de ces cadeaux comme un trésor, caché dans une boîte sous son lit au pool house. Elle savait que ce qui croissait entre eux était dangereux. Les règles dans une maison comme celle-ci étaient non écrites, mais absolues. Le personnel et la famille existaient dans des mondes séparés, et franchir les frontières entre ces mondes signifiait risquer tout. Son emploi, son visa de séjour, l'avenir de sa famille aux Philippines. Mais chaque fois que Théo la regardait, avec ses yeux qui étaient à la fois tristes et pleins d'espoir, elle oubliait les risques. En sa présence, elle ne se sentait pas comme une étrangère en Amérique pour la première fois, mais comme elle-même. Simone Delacroix remarqua le changement en première. La vieille femme avait peut-être un corps tremblant, mais son esprit était aussi affûté qu'un rasoir, et ses yeux ne manquaient rien. Un après-midi en juillet, tandis que Manon l'aidait à faire les exercices de physiothérapie censés ralentir la progression de la maladie de Parkinson, Simone aborda le sujet directement. « Mon petit-fils sourit à nouveau, dit-elle, sa voix douce mais significative. Il n'a pas fait cela depuis des années. C'est ton travail, n'est-ce pas ?» Manon sentit le sang lui monter aux joues. Elle se concentra sur le poignet de Simone, le déplaçant doucement en mouvement circulaire, et tenta de garder sa voix neutre. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, madame. » Simone rit, ce rire sec et croustillant que Manon connaissait bien maintenant. « Mon enfant, je suis vieille, non pas aveugle, et je ne suis pas comme les autres dans cette famille. Je vois les gens, pas les catégories. » Elle saisit la main de Manon et la tint fermement, ses doigts tremblants, mais sa poigne surprenamment forte. «
Théo a un bon cœur. Il l'a simplement oublié parce que personne dans cette famille ne lui a jamais montré comment l'utiliser. Si tu l'aides à s'en souvenir, alors tu es une bénédiction, pas un problème. Les paroles restèrent gravées dans la mémoire de Manon comme une promesse et un avertissement à la fois. Simone pouvait approuver sa relation avec Théo, mais Simone n'était pas le reste de la famille. Et le reste de la famille n'accepterait jamais ce qui se développait entre l'infirmière philippine et le plus jeune fils. En août 2017, Théo prit une décision qui changea tout. Il ne vint pas à la cuisine une nuit, et Manon attendit en vain tandis que l'aube s'insinuait par les fenêtres. Le lendemain, elle apprit d'un des jardiniers que Théo s'était lui-même admis dans une clinique de sevrage, un établissement privé au Vermont spécialisé dans la dépendance aux drogues. Il n'avait dit à personne dans la famille, pas même à sa grand-mère. Il s'était simplement parti, au milieu de la nuit, avec une petite valise et la détermination d'un homme finalement prêt à affronter ses démons. Pendant 3 mois, Manon n'entendit rien de lui. 3 mois durant lesquels elle accomplissait son travail, soignait Simone, supportait le mépris de la famille et chaque nuit restait allongée dans sa petite chambre, en se demandant si elle avait tout imaginé. Peut-être que les conversations, les cadeaux, les regards n'avaient rien d'autre que la gentillesse d'un homme solitaire envers une femme solitaire. Peut-être qu'elle avait lu plus de choses que ce qui y était réellement. Puis, un soir froid de novembre, Théo se tenait soudainement à la porte du pool house. Il semblait différent, plus sain, avec des yeux clairs et une attitude qui exprimait une confiance qu'elle ne lui avait jamais remarquée auparavant. Il avait pris du poids, pas beaucoup, mais assez pour remplir les joues creuses marquées par des années d'abus de drogue. Quand il la regarda, il y avait quelque chose dans son regard qui coupa le souffle à Manon. « Je suis clean », dit-il, et sa voix tremblait légèrement. Non pas de faiblesse, mais d'émotion. 93 jours, et chaque jour j'ai pensé à toi. Manon ne savait pas qui fit le premier pas. Peut-être Théo, peut-être elle-même. Tout ce qu'elle se rappela plus tard, c'était la sensation de ses bras autour d'elle, l'odeur de savon et d'air d'automne qui s'attachait à lui, et la certitude que ce n'était pas un rêve. Il était revenu. Il était revenu pour elle. Les mois qui suivirent furent les plus heureux de la vie de Manon, et en même temps les plus dangereux. Elle et Théo établirent des règles strictes pour leur relation, des règles qui devaient les protéger tous les deux de la découverte. Aucun signe d'affection à la maison principale, pas de repas commun quand d'autres étaient présents. Des rencontres uniquement au pool house ou au pool house, tard dans la nuit quand la famille dormait. Pour les Delacroix, leur relation n'existait pas. Manon était toujours l'infirmière philippine qui prenait soin de la grand-mère, et Théo était le fils qui vivait au pool house et tentait lentement de trouver sa place dans l'entreprise de son père. Théo commença à apparaître régulièrement au travail, ce que Henri Delacroix remarqua d'abord avec méfiance, puis avec une reconnaissance prudente. La toxicomanie avait été un secret de famille ouvert, dont personne ne parlait, et la récupération de Théo était traitée avec le même silence. Pas d'éloge, pas d'encouragement, juste l'attente silencieuse qu'il fonctionnerait comme un engrenage réparé dans une montre chère. Mais Théo ne faisait pas que fonctionner. Il s'épanouissait. Il assista aux réunions, proposa des idées, montra une compréhension des marchés financiers, qui surprit même Damien. Et quand son père ou son frère lui demandait ce qui avait changé, il se contentait de hausser les épaules et de marmonner quelque chose sur la thérapie et la découverte de soi. La vérité qu'une femme qu'il considérait comme une femme de ménage l'avait sauvé restait inexprimée. Simone observait tout avec les yeux vigilants d'une femme qui avait trop vu pour se laisser tromper par les façades. Lors d'une de leurs conversations d'après-midi, tandis que Manon préparait les médicaments du soir, la vieille femme reparla de ce que personne d'autre ne semblait voir. « Il vient me voir, sais-tu » dit Simone. « Chaque dimanche depuis son retour. Il s'assoit sur mon lit et me parle de sa vie. Il ne m'avait jamais tant dit qu'en ce moment. » Manon garda le silence, incertaine de ce que Simone voulait dire. « Il me parle de toi » continua la vieille femme.
Pas directement, bien sûr, mais je l'entends dans ses paroles, je le vois dans ses yeux. Tu lui as donné quelque chose que cette famille ne pouvait jamais lui donner, l'espoir, une raison de se lever le matin. Elle saisit la main de Manon, comme elle le faisait souvent, et ses doigts tremblants se serrèrent autour des plus jeunes comme une promesse. Je ne vais pas vivre beaucoup plus longtemps, mon enfant. Mon corps cède peu à peu. Mais avant de partir, je veux savoir que quelqu'un dans cette famille est heureux, que tout ce que nous avons construit n'est pas basé sur le froid et la cupidité. Manon sentit les larmes brûler ses yeux. « Madame, vous ne devriez pas parler ainsi. Vous avez encore de nombreuses années devant vous. » Simone sourit, un sourire triste et sachant. « Tu es une mauvaise menteuse, Manon. C'est ce que j'aime chez toi. » L'hiver 2018 arriva avec la neige, transformant le domaine en un pays de contes et avec un amour qui était devenu de plus en plus difficile à cacher malgré toutes les précautions. Théo parlait pour la première fois de l'avenir, de plans qui allaient au-delà du présent. Il voulait vivre avec Manon, quelque part loin de sa famille, peut-être à la côte ouest, où personne ne connaissait le nom Delacroix. Il voulait l'épouser, fonder une famille, construire une vie basée sur l'amour et non sur l'argent. Manon écouta et rêva avec lui, mais une partie d'elle savait que les rêves étaient dangereux. Les Delacroix n'accepteraient jamais que leur fils épouse une immigrante sans fortune. Et même si Théo était prêt à quitter sa famille, était-il aussi prêt pour les conséquences? Pour l'exhérédation qui en découlerait inévitablement? Pour une vie sans les privilèges qu'il avait tenus pour acquis toute sa vie. Elle ne prononça pas ses doutes à voix haute. Au lieu de cela, elle savoura chaque moment qu'elle pouvait partager avec lui, chaque heure volée, chaque baiser clandestin. Elle ne savait pas combien de temps il leur restait, mais elle savait que ce temps, si court qu'il puisse être, était le plus précieux qu'elle ait jamais eu. Le danger guettait déjà à l'ombre, attendant patiemment, et il avait un nom. Damien Delacroix. Le 8 janvier 2021 a commencé comme n'importe quel autre jour d'hiver à Fairmont County. Un ciel gris se suspendait au-dessus du domaine Delacroix, lourd de neige non encore tombée, et les branches nues des chênes grattaient les vitres comme des doigts osseux. Manon avait réveillé Simone à 7 heures, l'avait aidée avec la toilette matinale et avait préparé les 12 médicaments différents que la vieille femme devait prendre chaque jour. C'était devenu une routine, une danse qu'elles auraient pu accomplir dans leur sommeil. Et pourtant, Manon sentait ce matin-là que quelque chose était différent. Simone semblait inhabituellement alerte, ses yeux plus clairs qu'en des semaines, ses mouvements moins tremblants. C'étaient ces moments de clarté qui se produisaient parfois avec les patients atteints de Parkinson, des fenêtres dans la maladie à travers lesquelles la personne derrière était à nouveau complètement visible. Certains médecins l'appelaient le dernier sursaut de l'esprit contre le déclin inexorable. Manon l'avait assez souvent vu pour savoir ce que cela pouvait signifier, mais elle repoussa la pensée. Après le petit déjeuner, Simone demanda qu'on lui apporte le téléphone. Sa voix était ferme, ses paroles précises, libres du tremblement qui accompagnait normalement chaque syllabe. Manon obéit sans poser de questions et regarda la vieille femme composer un numéro qu'elle connaissait évidemment par cœur. « James, » dit Simone dans le combiné, « j'ai besoin de toi aujourd'hui. C'est urgent et je suis lucide, alors ne me traite pas comme une sénile. » James Morrison était l'avocat de la famille, un homme de 73 ans qui s'occupait des affaires juridiques des Delacroix depuis 3 décennies. Il arriva à 14 heures, un gentleman élancé avec des lunettes à monture d'écaille et la démarche prudente de quelqu'un qui avait passé sa vie à garder les secrets des familles riches. Béatrice tenta de l'intercepter alors qu'il traversait le hall d'entrée. Mais Morrison secoua simplement la tête et dit que Madame Delacroix souhaitait le voir en privé. L'expression du visage de Béatrice, un mélange d'indignation et de suspicion, resta gravée dans la mémoire de Manon. 90 minutes s'écoulèrent avec Morrison derrière la porte fermée de la chambre de Simone. Manon attendait dans le couloir, comme c'était son devoir, prêt à répondre si sa patiente l'appelait.
À travers la porte de chêne épaisse, on n'entendait que des voix étouffées, aucune parole individuelle, mais le ton trahissait le sérieux et la détermination. Quand Morrison finalement sortit, son attaché-case semblait plus plein qu'à son arrivée, et son visage était impénétrable comme toujours. « Vous pouvez aller la voir maintenant, » dit-il à Manon. Et pour un bref instant, leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux était quelque chose qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Peut-être du respect, peut-être de la sympathie, peut-être aussi de la préoccupation. Simone était étendue, épuisée, ses oreillers la soutenant à peine. La courte période de clarté avait pris son péage, mais un sourire satisfait jouait autour de ses lèvres. Elle fit signe à Manon de s'approcher et saisit sa main comme elle le faisait souvent. « J'ai fait ce qui devait être fait », chuchota-t-elle. « Mon fils et sa femme seront furieux. Damien tempêtera. Mais Théo... » Elle s'arrêta et ses yeux se remplirent de larmes. « Théo mérite une chance d'être heureux. Et toi aussi, mon enfant. Vous méritez tous les deux. » Manon ne comprenait pas ce que Simone voulait dire, et la vieille femme s'endormit avant de pouvoir expliquer. Mais au cours des semaines suivantes, Manon allait apprendre le sens de ses paroles de la manière la plus brutale. Damien Delacroix découvrit les modifications du testament le 3 février, presque un mois plus tard. Il avait accès aux finances de sa grand-mère, une procuration qui lui permettait de surveiller ses comptes et de payer les factures en son nom. Quand il remarqua un débit de 4 500 $ à Morrison & Associates Attorneys, désigné comme frais de modification testamentaire, il appela l'avocat et exigea des explications. Morrison, lié par le secret professionnel, refusa de donner des détails et renvoya Damien à sa grand-mère. Mais Damien n'était pas le type d'homme à attendre la permission. Le même soir, tandis que sa grand-mère dormait et l'infirmière était au pool house, il fouilla la chambre de Simone avec la précision méthodique d'un cambrioleur. Sous le lit, il trouva l'ordinateur portable que la famille lui avait offert des années auparavant pour qu'elle puisse regarder des photos et envoyer des emails. Le mot de passe était ridiculement facile à deviner. Thomas 1945, le nom de son défunt mari et son année de naissance. La correspondance email avec Morrison était directement devant lui. L'avocat lui avait envoyé un résumé des modifications, une confirmation professionnelle de ce dont ils avaient discuté oralement. Damien lut le texte 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à chaque lecture, la colère grandit dans sa poitrine comme une tumeur. Théo devait hériter de 15 millions de $, presque le double de ce qui était originalement prévu. Lui-même, le fils aîné, celui qui dirigeait l'entreprise, celui qui fonctionnait, celui qui n'avait pas échoué, il devait recevoir seulement 8 millions, exactement comme sa sœur. Son père Henri était réduit de 15 à 5 millions, et sa mère Béatrice n'en recevait que 3 millions en fiducie, sans accès au capital. La justification que Simone avait dictée à l'avocat était dévastatrice. Henri avait épousé riche et n'avait pas besoin de son argent. Béatrice se tuerait avec des médicaments si on lui en donnait un accès libre. Mais le pire, l'impensable, se trouvait à la fin de l'email. 587 000 $ pour Elena Marie Domingo. Non, Raya Damien l'a pensé, Manon. Pour Manon Reyes, l'infirmière philippine. La femme de ménage qui traitait les pilules et changeait les draps. Presque un demi-million de $. Et avec cela un codicille que sa grand-mère avait formulé de ses propres paroles, un souhait que Théo formalise sa relation avec cette femme, qu'il l'épouse. Damien jeta l'ordinateur portable contre le mur, où il se brisa avec un craquement satisfaisant. Puis il se tenait là, respirant comme un animal, essayant de mettre de l'ordre dans les pensées qui se bousculaient dans sa tête. Cela ne s'arrêtait pas juste à une insulte, c'était une menace existentielle. Si cette information devait devenir publique, si leurs cercles sociaux apprenaient que Théo Delacroix voulait marier une immigrante sans statut, avec la bénédiction de sa grand-mère, alors la réputation de la famille serait détruite. Les clients de son entreprise, des dynasties conservatrices qui valorisaient la tradition et la lignée, se détourneraient,
Tout ce pour quoi il avait travaillé serait anéanti. Il y avait aussi les dettes. Damian avait un secret que même sa femme Caroline ne connaissait pas. 2,5 millions de dollars perdus sur des sites de poker en ligne et des paris illégaux au cours des 5 dernières années. Il avait besoin de son héritage, de chaque centime, pour rembourser ses dettes avant que les gens à qui il devait l'argent ne commencent à poser des questions désagréables. Une réduction n'était pas acceptable. La pensée que l'argent aille à la place à une étrangère était intolérable. Le 4 février, à 20 h, Damien convoqua une réunion de famille dans le bureau de son père. Il invita Henri, Béatrice et Nathalie. Théo n'était pas informé, pas non plus la grand-mère. Quand la famille s'assembla, la porte fermée, Damien posa des copies de l'email sur la table d'acajou et observa les visages de ses proches alors qu'il lisait. Béatrice plongea sa main dans son sac à main et avala une pilule, sans eau, ses mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine ouvrir l'emballage. Henri devint pâle, puis rouge, puis à nouveau pâle, un homme dont la vision du monde venait d'être déchirée en 1000 morceaux. Nathalie lut lentement, ses lèvres bougeant silencieusement, et quand elle eut fini, elle leva les yeux avec une expression qui frisait le dégoût. « Elle veut dire mariage », dit Nathalie, comme si elle ne pouvait pas le croire. « Formalisé. Elle veut que Théo épouse la femme de ménage. » Henri retrouva sa voix en premier. « Nous pouvons contester le testament. Mère n'était clairement pas lucide quand elle l'a signé. Morrison devra témoigner devant le tribunal que... » Damien secoua la tête. Morrison a documenté sa capacité mentale. 3 fois. Elle était complètement lucide. Un défi durerait des années et deviendrait public. La presse adorerait l'histoire d'une famille de milliardaires qui déclare sa propre grand-mère folle pour garder son héritage. Béatrice parla pour la première fois, sa voix assourdissante de médicaments, mais ses paroles tranchantes. « Alors nous devons nous débarrasser de la femme, immédiatement. Nous lui offrons de l'argent, une indemnité, 50 000, et elle disparaît à Manille. » Nathalie hocha la tête. « Et on envoie Théo loin, en Suisse, comme la dernière fois, 6 mois dans une clinique, et quand il revient, elle a long depuis oublié. » Damien écouta, mais son regard était fixé sur les chiffres dans l'email. 587 000 dollars. Même s'il chassait Manon, même s'il réhabilitait Théo, le testament resterait intact. Simone était toujours en vie. Elle pouvait le changer à nouveau. Elle pouvait rappeler l'avocat et donner encore plus d'argent à l'infirmière, par dépit, par vengeance, non. Le problème n'était pas seulement Manon. Le problème était que Manon existait et savait ce qu'elle savait et pouvait refuser de disparaître. « Et si elle ne prend pas l'argent ?» demanda Damien doucement. « Et si elle reste? Et si elle menace de dire nos secrets? Elle vit depuis 4 ans dans cette maison. Elle a tout vu. L'affaire de père avec son assistante, les médicaments de mère, les miens. » Il s'arrêta, mais les autres comprenaient. Chacun dans cette pièce avait quelque chose à cacher, et la Philippina silencieuse avait tout observé. « Alors, » dit Damien, et sa voix était aussi froide que la nuit de janvier dehors, « nous nous assurons qu'elle ne puisse jamais raconter les secrets. Jamais. » Le silence qui suivit était lourd de paroles non dites. Personne ne s'objecta, personne ne quitta la pièce. Il restait assis, une famille qui venait juste de franchir la ligne de la cruauté vers quelque chose de beaucoup plus sombre. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la porte du bureau n'était pas complètement fermée. Et de l'autre côté, dans l'ombre du couloir, se tenait Théo Delacroix, qui avait tout entendu. Théo se tenait dans l'ombre du couloir, et son cœur frappait si fort contre ses côtes qu'il était certain que sa famille devait l'entendre. Les paroles de son frère résonnaient dans sa tête, un écho qui ne voulait pas s'évanouir. Faites en sorte qu'elle ne puisse jamais raconter les secrets, jamais. Il connaissait Damien toute sa vie, avait expérimenté son froid, son calcul, sa capacité à traiter les gens comme des pièces de jeu. Mais cela était différent. Ce n'était pas une décision commerciale, pas un combat de pouvoir familial. C'était le meurtre,
prononcées dans le silence du bureau paternel, tandis que dehors, la neige tombait et le monde dormait. Il recula silencieusement, chaque pas une éternité, jusqu'à ce qu'il atteigne la sortie arrière et sorte dans la froide nuit de février. L'air brûlait dans ses poumons, aiguisé et glacial, mais il l'éprouvait à peine. Son esprit s'accélérait, les pensées s'entrechoquaient comme des boules de billard, et au-dessus de tout gisait une seule certitude brûlante. Il devait avertir Manon, il devait la sauver, il devait s'enfuir cette nuit. Immédiatement, avant que sa famille ne puisse mettre ses plans en action. Au pool house, il saisit son téléphone et tapa un message avec des doigts tremblants. Les paroles apparurent à l'écran, insuffisants pour l'horreur qu'il venait d'entendre. Mais c'était tout ce qu'il pouvait faire en ce moment. Dois te voir, urgence, pool house à minuit, fais une valise, on s'en va ce soir. La réponse de Manon vint en quelques secondes. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Il tapa en retour, ses doigts trébuchant sur les touches. « Je t'expliquerai tout. S'il te plaît, fais-moi confiance. Je t'aime. » Puis il s'assit au bord de son lit et tenta de concevoir un plan. Il avait accès à des comptes que sa famille ne surveillait pas, les restes de fonds de fiducie que sa grand-mère avait mis en place pour lui des années auparavant. 50 000 $, peut-être plus, s'il agissait rapidement. Assez pour disparaître, pour recommencer quelque part, où le nom Delacroix ne voulait rien dire. Il pouvait aller au Rhode Island, se marier demain matin, engager un avocat pour combattre l'héritage que sa grand-mère leur avait destiné. Il pouvait construire une nouvelle vie, loin de cette famille empoisonnée. Mais tandis qu'il planifiait, une autre pensée rongeait à lui, une faim qui était restée silencieuse pendant des mois et qui revint maintenant avec toute sa puissance. Dans le tiroir de sa table de nuit, caché sous de vieux magazines et des notes oubliées, se trouvait un petit paquet, de la cocaïne, son réserve de sécurité, qu'il avait gardé tout au long de sa période de sobriété sans savoir exactement pourquoi. Peut-être comme filet de sécurité. Peut-être comme auto-sabotage, peut-être parce qu'une partie de lui n'avait jamais vraiment cru qu'il réussirait. Il fixa le tiroir, et son corps se souvenait. La brûlure dans le nez, l'euphorie coulant dans les veines, le sentiment d'être invincible. Il avait besoin de clarté, se dit-il. Il avait besoin de netteté pour survivre cette nuit. Il avait besoin d'être fort pour Manon. Il ouvrit le tiroir. À 23h15, Manon se tenait dans sa petite chambre du pool house et faisait ses bagages. Ses mains travaillaient automatiquement, pliant des vêtements dans la vieille valise avec laquelle elle était venue de Manille il y a presque 4 ans. Elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Pourquoi Théo sonnait si perturbé? Pourquoi il devait fuir? Mais elle lui faisait confiance. Après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, après les conversations nocturnes et les baisers secrets et les rêves d'un avenir commun, il n'y avait rien qu'elle ne ferait pas pour lui. Elle pensa à sa famille, aux Philippines, à l'argent qu'elle envoyait chaque mois, aux espoirs qui pesaient sur ses épaules. Si elle s'enfuyait avec Théo, elle perdrait son emploi, son visa serait invalidé. Elle deviendrait illégale dans un pays qui traitait les illégaux comme des criminels. Mais quelle était l'alternative? Une vie sans Théo. Une vie dans la peur d'une famille qui la détestait sans raison. Un coup à la porte la tira de ses pensées. Elle regarda l'horloge. 23h45. Théo venait tôt. Elle ouvrit la porte avec un sourire sur les lèvres, prête à se jeter dans ses bras, prête à fuir ensemble dans un avenir incertain. Mais ce n'était pas Théo qui se tenait devant elle. Damien et Henri Delacroix remplissaient l'encadrement de la porte, leur visage à moitié dans l'ombre de la nuit. Damien portait un pantalon kaki et un polo, comme s'il arrivait d'un dîner au club de campagne. Henri se tenait légèrement derrière son fils, son visage gris et tendu, ses yeux partout, sauf sur Manon. « Nous devons parler, » dit Damien, et sa voix portait une fausse gentillesse qui alarma immédiatement Manon. « Pouvons-nous entrer ?» Manon recula, bien que chaque instinct lui dise de fermer la porte et de s'enfuir. Mais où? Le domaine était sa prison, et ses hommes étaient ses gardiens.
Elle n'avait pas le choix. Les deux hommes entrèrent dans la petite pièce, et Damien ferma la porte derrière lui. Henri s'installa près de la fenêtre, les bras croisés sur la poitrine, son regard au sol. Il ressemblait à un homme qui se forçait à être dans un endroit où il ne voulait pas être. Damien s'assit sur l'accoudoir du petit canapé et examina Manon avec une expression qui ressemblait à un acheteur, sur un marché évaluant la qualité d'une marchandise. Puis, il plongea la main dans sa veste et en tira une enveloppe épaisse. Il l'ouvrit et étala des piles de billets de 100 $, plus d'argent que Manon en avait jamais vu à un endroit. 50 000 $, dit Damien. Comptant, sans impôt, immédiatement disponible. Plus un billet d'avion pour Manille, demain matin. Tout ce que tu dois faire, c'est signer ce document. Il poussa une feuille de papier sur la table basse. Manon reconnut certains des mots. Accord de confidentialité. Renonciation à tous les droits. Aucune prise de contact avec les membres de la famille Delacroix. Elle regarda le papier à Damien. Et quelque chose en elle, une étincelle qui avait presque disparu pendant les années de soumission, s'enflamma. « Je ne quitterai pas Brandon », dit-elle, et elle utilisa délibérément le nom de famille de Théo, son second prénom, pour marquer la distance. « Il a besoin de moi, et je l'aime. » Le visage de Damien s'assombrit. La fausse gentillesse disparut comme du brouillard, sous le soleil du matin. « Tu ne comprends pas, ce n'est pas une offre, c'est ta seule chance. » Manon se leva, et bien que ses genoux tremblaient, elle garda son regard fermement sur Damien. « Je comprends très bien. Votre grand-mère a décidé que j'appartiens à cette famille. Elle l'a écrit dans son testament. Et si vous essayez de contourner sa volonté, je témoignerai devant le tribunal. Je dirai ce que j'ai vu en cette maison. Les affaires, les médicaments, les mensonges. » Elle se tourna vers Henri, dont le visage était maintenant d'une pâleur cadavéreuse. « Je sais tout, monsieur Delacroix, tout. » Le silence qui suivit était étouffant. Damien se leva lentement, ses mouvements contrôlés, mais ses yeux trahirent quelque chose que Manon n'avait jamais vu chez un être humain. Pas de la colère, bien que la colère en faisait partie. C'était quelque chose de plus froid, plus définitif. Son regard se tourna vers le foyer, où un tisonnier décoratif en fer forgé était appuyé contre le mur. Manon suivit son regard, et en ce moment, elle comprit. La réalisation la frappa comme un coup, brutal et inévitable. Elle cria le nom de Théo et courut vers la porte, mais Damien était plus rapide. Sa main se referma sur le tisonnier, et il le leva. Le premier coup l'atteignit au-dessus de l'oreille gauche. Le monde explosa en lumière blanche et douleur, et elle tomba, ses genoux frappant le sol dur en bois. Elle tenta de ramper, d'atteindre la porte, mais son corps ne lui obéissait plus. Le deuxième coup frappa son épaule, alors qu'elle levait le bras pour se protéger. Elle entendit l'os se briser, un craquement horrible qui s'imprima dans sa mémoire. « S'il te plaît », chuchota-t-elle, et son regard trouva Henri, qui se tenait à la fenêtre, les mains pressées sur ses oreilles, comme un enfant essayant d'effacer un cauchemar. « Aidez-moi » Mais Henri n'aida pas. Il se tourna, dégagea son visage du mur, et le laissa faire. Le troisième coup, le quatrième, le cinquième. Manon pensa à sa mère à Tondo, à la promesse de rentrer dans 2 ans. Elle pensa à Théo, à ses yeux chaleureux, à l'avenir qu'il ne connaîtrait jamais. Elle pensa à Simone, la vieille femme qui l'avait traitée comme une fille, puis elle ne pensa à rien. À 00:16, le 5 février 2021, Manon Reyes cessa de respirer. Elle gisait sur le sol du pool house, entourée de valises emballées pour un voyage qu'elle ne ferait jamais. Théo arriva à 00:20. La cocaïne avait aiguisé ses sens et en même temps les avait brouillés, une combinaison dangereuse qui l'avait convaincu qu'il avait tout sous contrôle. Il entra au pool house avec un sourire, prêt à serrer Manon dans ses bras et à s'enfoncer ensemble dans la nuit. Ce qu'il vit brisa quelque chose en lui qui ne guérirait jamais. Le cri qui s'échappa de la gorge de Théo n'était pas humain. C'était le son d'une bête prise dans un piège, un gémissement de douleur pure qui trancha le silence du domaine comme une lame.
Il se précipita sur le corps de Manon, tomba à genoux à côté d'elle, ses mains saisirent son visage, ses épaules, cherchant désespérément un pouls qui n'existait plus. Le sang était partout, une mare sombre qui s'était répandue sous sa tête et avait imbibé le plancher de bois. Ses yeux étaient ouverts, fixant le plafond, vides de toute la vie qui les avait autrefois remplis. Damien se tenait toujours là, le tisonnier à la main, des éclaboussures de sang sur son polo. Son souffle était lourd, mais son regard était étrangement calme, le regard d'un homme qui avait pris une décision et vivait maintenant avec les conséquences. Henri n'avait pas quitté le mur. Ses épaules se contractaient dans des sanglots silencieux, mais il restait où il était, incapable ou peu disposé à affronter ce que son fils avait fait. Théo regarda vers le haut, et dans ses yeux brûlait quelque chose au-delà de la colère. C'était la haine, pure et absolue, dirigée vers les gens qu'il avait appelés famille toute sa vie. Il se leva, ses mouvements manquant de coordination de la cocaïne et du choc, et se précipita sur Damien. Mais Henri fut plus rapide. Le vieil homme saisit son fils cadet par derrière, le tenant fermement tandis que Théo criait et se débattait. « Meurtrier! Vous l'avez tué! Je vais le dire à tout le monde! Je vais! » La porte du pool house s'ouvrit et Béatrice entra. Son apparition était bizarre dans sa normalité. Un peignoir en soie sur une chemise de nuit, ses cheveux parfaitement coiffés, comme si elle se rendait à un brunch social. Dans sa main, elle tenait un petit sac en cuir que Manon reconnaissait comme le sac à médicaments de Béatrice, duquel elle prenait ses pilules quotidiennes. Béatrice contempla la scène avec la sérénité d'une femme qui avait pris trop de tranquillisants pour ressentir des émotions authentiques. « Tenez-le fermement », dit-elle calmement et ouvrit le sac. L'injection vint sans avertissement. Béatrice se déplaça derrière Théo, tandis qu'Henri le tenait, et enfonça l'aiguille dans son épaule. Théo sentit la piqûre, puis le froid du médicament coulant dans son corps. Ses paroles ont commencé à se brouiller, ses muscles sont devenus mous. « Vous l'avez tué », tenta-t-il de dire, mais les paroles n'étaient plus que des murmures. « J'ai tout vu. Je vais. » Une deuxième injection suivit, et le monde de Théo sombra dans les ténèbres. Les heures qui suivirent étaient un chef-d'œuvre de destruction. Tandis que Théo était inconscient sur le sol du pool house, à côté du corps de la femme qu'il aimait, la famille Delacroix travaillait avec l'efficacité de gens qui avaient trop à perdre pour faire des erreurs. Béatrice s'assit au petit bureau de Manon et étudia l'écriture, sur les notes et les listes que l'infirmière avait laissées. 30 minutes plus tard, elle avait parfaitement copié les boucles et les courbes. La lettre d'adieu qu'elle composa était un petit chef-d'œuvre de manipulation. « Cher Théo, je dois rentrer à la maison. Ma mère est malade. La famille d'abord. Peut-être est-ce mieux ainsi. Nous savions tous les deux que cela ne pouvait pas fonctionner. Ne t'en fais pas pour moi. Manon. » Damien conduisit à 2 heures du matin avec la Honda de Manon au distributeur automatique suivant. Il portait une casquette de baseball, enfoncée bas sur le visage, et tenait son corps courbé pour paraître plus petit. La caméra de surveillance captura une silhouette floue qui retira 1800 $ et vida ainsi le compte de Manon. Le reçu fut trouvé plus tard dans une corbeille à une station-service, avec les fragments de sa carte bancaire découpés. Henri et Damien portèrent le corps enveloppé dans des draps en plastique à travers l'obscurité vers l'ancien verger. Le bâtiment avait été démoli quelques semaines plus tôt pour faire place à l'expansion de la cave à vin, mais l'ancien sous-sol existait toujours, une salle oubliée d'une époque où le domaine était une ferme fonctionnelle. Là, dans le froid et l'obscurité, ils posèrent Manon et la couvrirent de vieux meubles et d'outils de jardin. Au cours des semaines suivantes, Damien se procura 30 gallons d'hydroxyde de sodium dans 6 quincailleries différentes, des petites quantités qui ne suscitèrent pas de soupçons. La solution fit son travail lentement et complètement, dissolvant ce qui avait autrefois été un être humain, jusqu'à ce qu'il ne reste que des os et des dents. Le 13 mars, quand les ouvriers commencèrent à creuser la nouvelle cave à vin,
Les restes furent placés au point le plus profond de la fosse et recouverts de ciment à prise rapide. 18 000 mètres cubes de béton ont suivi, puis de l'acier d'armature, puis 200 000 $ de marbre de Carrare et d'Italie. Manon Reyes disparut sous les fondations de la richesse des Delacroix, ensevelie sous le symbole de leur pouvoir. Théo s'éveilla à la clinique psychiatrique de Riverside Oaks, attaché à un lit, avec un tube intraveineux dans le bras, et un médecin qui lui expliqua qu'il avait subi une grave overdose et souffrait de délire. Manon, elle est partie. Il y a eu une urgence familiale. Voici sa lettre. Le meurtre qu'il avait vu, une hallucination déclenchée par la cocaïne et le trauma. Son frère, innocent. Ses parents, préoccupés par son bien-être. 2 semaines plus tard, il fut transféré dans une clinique suisse à 8000 km de Fairmont County. 7 mois de thérapie, de médicaments et la répétition constante du même message. Tu l'as imaginé. Tu étais défoncé. Manon t'a quitté. Accepte-le. Et lentement, horriblement, Théo commença à douter. Peut-être avait-il raison. Peut-être que tout était un cauchemar créé par son cerveau imbibé de drogue. Peut-être que Manon avait vraiment quitté, l'avait laissé comme tous les autres qui avaient prétendument l'aimé. Simone Delacroix mourut le 14 janvier 2023, presque 2 ans après avoir modifié son testament. Elle mourut paisiblement, disaient les médecins, dans le sommeil, enfin libérée du corps qui l'avait retenue prisonnière si longtemps. Ses dernières paroles, chuchotées à l'infirmière de nuit, étaient une question. Où est Manon? Pourquoi ne vient-elle plus? La lecture du testament eut lieu 10 jours plus tard, et quand James Morrison prononça le nom de Manon Reyes, les visages des Delacroix se figèrent. 587 000 $. La bénéficiaire devait être trouvée. La loi ne laissait pas d'autre choix. L'enquêtrice que Morrison engagea s'appelait Sarah Chen. Elle était une ancienne agente du FBI, spécialisée dans les disparitions, et elle établit en 2 semaines que Manon Reyes n'avait jamais quitté les États-Unis. Aucun manifeste de vol, aucun enregistrement de sortie, aucune entrée aux Philippines. La femme avait simplement disparu, comme effacée de l'existence. Chen contacta la famille de Manon à Manille et apprit de sa sœur qui avait désespérément cherché des réponses depuis 2 ans. Elle analysa la lettre d'adieu et la fit examiner par un expert en identification d'écriture judiciaire. Les résultats étaient sans équivoque. Faux. Le 15 mars 2023, Chen demanda à rencontrer Théo Delacroix. Il était de retour en Virginie depuis 18 mois, travaillait à l'entreprise de son père, allait au repas en famille et tentait d'oublier les images qui le hantaient la nuit. Quand Chen s'assit devant lui et lui présenta les preuves, l'écriture falsifiée, les enregistrements d'entrée manquants, la recherche désespérée de la famille, quelque chose se brisa en lui. Un mur qu'il avait maintenu pendant 2 ans, un mensonge qu'il s'était raconté pour survivre. Il tout raconta, les conversations, l'amour, le testament, la conspiration qu'il avait écoutée, le meurtre qu'il avait vu de ses propres yeux. La vérité s'écoula de lui comme le sang d'une blessure, et quand il eut terminé, il pleura pour la première fois depuis cette nuit. La police arriva le 6 avril avec un mandat de perquisition. Les chiens limiers marquèrent le lieu où se trouvait autrefois le verger. Le radar pénétrant le sol montra des anomalies sous le sol en marbre de la cave à vin. Les fouilles durèrent 3 jours. Le 7 avril, à 15h47, ils atteignirent les restes. Les jugements ont été prononcés le 1er mars 2024. Damien Delacroix, emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Henri Delacroix, 25 ans. Béatrice. Delacroix, 15 ans. Nathalie Chen, née. Delacroix, 10 ans. Théo changea son nom en Théo Reyes. Il donna l'intégralité de son héritage à des organisations soutenant les immigrés et les soignantes. Il devint conseiller en toxicomanie dans une clinique à Hartford, gagnant 42 000 $ par an et vivait dans un petit appartement coûtant moins qu'1 mois de thérapie dans la clinique suisse. En Virginie, la législature de l'État promulgua la loi Manon, prescrivant des contrôles plus stricts pour les employeurs de soignantes et établissant des systèmes de signalement des abus.
À Manille, la fondation commémorative Manon Reyes fut établie, financée par les 587 000 $ que Simone avait laissés à sa soignante. La première année, la fondation aida plus de 2000 travailleurs. Sur la pierre tombale de Manon à Manille figurent les paroles choisies par sa sœur. Elle a traversé les océans pour sa famille. Elle a trouvé l'amour dans un pays étranger. Elle est morte parce qu'elle a refusé de se taire. Son courage résonne pour toujours. Chaque 5 février, Théo Reyes vole vers Manille et dépose des roses blanches sur sa tombe. Il s'agenouille sur le sol humide et lui parle, lui raconte de son travail, des gens qu'il a aidés, de la vie qu'il construit en son nom. « Je n'ai pas pu te sauver », chuchote-t-il à chaque fois, « mais je ne cesserai jamais d'essayer. » Et, sous 200 000 $ de marbre de Carrare et d'Italie, dans une cave à vin qui n'a jamais été achevée, se trouve un trou dans le sol. Les ouvriers l'ont rempli de terre propre. Parfois, quand Théo pense à Fermoncounti, il imagine que des fleurs y poussent. Manon aurait aimé cela.